Madame la ministre, j'aimerais pour une fois qu'on soit réaliste et honnête. Il faut dire que la vision de l'assurance chômage s'appuie exclusivement sur des mensonges. Les chiffres de la DARES nous informent donc 350 000 emplois vacants et 2,3 millions de chômeurs. Donc quand le gouvernement nous explique que soi-disant les chômeurs pourraient trouver donc du travail s'ils le voulaient vraiment, en fait, donc, vous mentez. Il est vrai que pour vos anciens ministres, vos anciens députés, il suffit qu'une personne passe un coup de fil pour qu'il soit recyclé dans des sociétés de conseil que votre gouvernement y note d'argent public. Mais en tout cas, pour les citoyens et citoyennes, ce n'est pas le même cas. Vous venez de nous dire que vous voulez que le travail soit plus rémunérateur. Je vous rappelle que votre majorité, avec le Rassemblement national, avait voté contre l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, projet qui a été porté par la NUPES. Les gens ont simplement du mal à se loger, à se nourrir, et tout le monde sait que le travail ne paie pas. Allez demander aux femmes de ménage qui nettoient vos bureaux, allez demander aux faux travailleurs indépendants d'Uber qui vous livrent vos repas, aux AESH, AED, assistants sociaux qui s'occupent de nos enfants dans les écoles. Tout le monde le sait, le travail ne paie pas et le travail ne protège pas. En réalité, quand vous rendez impossible l'inscription à Pôle emploi et que vous diminuez et le montant et la durée des indemnisations, les chômeurs donc quittent les statistiques du chômage pour rejoindre celles de la misère et de la pauvreté. La réforme du 1er février 2023 a provoqué le basculement de 400 000 personnes au RSA ou à la SS. Malgré tous les mensonges et l'hypocrisie et ces hypocrisies, le chômage en fait repart à la hausse. Quand est-ce que votre gouvernement prendrez-vous acte de votre échec? Je vous remercie. Je crois, monsieur le député, qu'il faut qu'on se dise une chose dans cette salle, il n'y a pas les gens honnêtes d'un côté, les malhonnêtes de l'autre. Je pense qu'on est là pour travailler les uns avec les autres et personne ne parle de trouver un emploi si on le veut. La question, c'est la capacité qu'on peut avoir d'accompagner les uns et les autres vers l'emploi. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Maintenant, pour continuer, quand vous dites qu'on a refusé d'augmenter le SMIC, je rappelle quand même que depuis 2021, cette augmentation du SMIC, c'est plus 13,5%. Alors, vous pouvez toujours trouver que c'est insuffisant, c'est quand même une réalité et les faits sont là pour le mettre en avant. La prime de partage de la valeur, c'est bien cette majorité qui l'a proposée. La revalorisation de la prime d'activité, c'est bien aussi cette majorité qui l'a proposée. La diminution de la cotisation, des cotisations salariales, c'est aussi cette majorité. Alors maintenant, sur l'accompagnement des personnes qui sont demandeurs d'emploi, premièrement, ce qu'on a remis en avant, c'est l'inscription, mais c'est surtout le suivi. Parce que nous, on ne souhaite pas, et je pense que personne dans ce pays ne souhaite que quelqu'un en chômage le reste. Et donc les suivre, les appeler, leur proposer de les rencontrer, leur proposer de mettre un plan d'action avec eux, c'est le meilleur moyen pour effectivement les accompagner et voir comment on peut les ramener vers l'emploi. Vous voyez, donc c'est extrêmement concret et l'objectif, c'est d'apporter des réponses pour que les uns et les autres puissent effectivement retrouver un emploi, parce que je pense que personne n'a envie de vivre des allocations et que chacun préfère vivre du fruit de son travail. Madame la ministre, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, les réformes du marché du travail et de l'assurance chômage se sont succédées. L'objectif affiché par le gouvernement était de flexibiliser, de libérer les énergies, Dieu sait que nous l'avons entendu, de réduire les contraintes. En fait, vous étiez en train de détruire le modèle social français, un modèle dont nous sommes extrêmement fiers et qui est un grand danger. À vouloir taper en permanence sur ceux qui ont le moins, vous avez appauvri la France. Les réformes de l'assurance chômage ont conduit à une explosion du nombre de travailleurs pauvres. Chez moi, à Saint-Gaudens, les bénéficiaires du Restaurant du Cœur ont augmenté de 40% en 2 ans. Ces nouveaux précaires sont tous des travailleurs. Travailleurs à temps partiel, à temps complet ou en intérim. Tous subissent vos réformes depuis 7 ans. Leurs droits au chômage ont été drastiquement réduits. Les chômeurs d'hier sont devenus les travailleurs pauvres d'aujourd'hui. Alors, un demandeur sur 2 a vu son indemnité baisser. Alors en particulier les jeunes, les moins diplômés, et évidemment les plus précaires. Les secteurs concernés, l'agriculture et l'hôtellerie-restauration. Cherchez l'erreur. En fait, c'est comme l'Angleterre après Thatcher. Et pourquoi faire? Pour financer la flat tax, la suppression de l'ISF et les cadeaux sans contrepartie faits aux entreprises. Alors maintenant, nous apprenons qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage est à l'étude. Même vos parlementaires y sont hostiles. De l'ancien ministre Bonne au président Braun-Pivet et Mattei.
Alors, Madame la Ministre, quand est-ce que vous comprendrez que ce n'est pas en faisant les poches des chômeurs et des précaires que nous redresserons la situation budgétaire du pays, mais bien en taxant davantage ceux qui ont le plus? Je vous remercie. Merci. Je pense que quand on parle de modèle social français, une des questions qu'on peut se poser, c'est la pérennité de notre modèle social. Et je pense que là-dessus, on peut vraiment s'interroger. Et on peut d'autant plus s'interroger qu'il y a un sujet qui va être un sujet qui est devant nous et qui va être extrêmement important. C'est celui tout simplement du virage démographique. Parce qu'on sait tous, et on le voit bien, que si on regarde l'année 23 avec 800 000 naissances, on voit très bien que dans les 10 ans qui viennent, le nombre d'actifs va considérablement baisser et qu'une des questions sera effectivement ce modèle social dans la globalité. C'est-à-dire que là, j'ai élargi, je ne suis pas exclusivement sur le sujet chômage, mais sur l'ensemble des sujets de notre modèle social. Et clairement, je pense qu'on est un certain nombre, quelles que soient les opinions politiques qui sont les nôtres, à avoir en socle commun ce modèle social et une volonté de le maintenir. Donc ça, je pense que c'est un premier point sur lequel il y a incontestablement des voies et des moyens sur lesquels il faut se mobiliser. Maintenant, sur la réforme du mode de calcul du salaire journalier de référence, il a effectivement conduit à diminuer l'indemnisation moyenne des personnes qui alternent quoi? Les contrats courts et les périodes de chômage. Et là, monsieur le député, il y a un sujet que vous avez oublié, c'est la réforme du bonus-malus. Parce que très concrètement, la réforme du bonus-malus, c'est quoi? C'est précisément d'aller pénaliser les entreprises qui ont recours à ces contrats courts, parce qu'on sait tous que ces contrats courts sont effectivement les sujets qui ont un impact sur l'emploi et sur l'emploi des plus précaires. Et c'est vraiment un élément tout à fait important. Ça ne concerne pas forcément les agriculteurs, mais ça peut concerner d'autres. C'est pas la seule catégorie concernée dans notre pays. Et donc, très concrètement, quand on prend un peu de recul, on voit que les publics les plus précaires, le taux de chômage a baissé. Et vous parliez des jeunes. Moi, je peux donner un chiffre concret. Le chômage des jeunes est passé de 23,9 à 17,6. Donc, ayons la lucidité de regarder les choses calmement. Regardons ce qui a fonctionné et allons chercher des réponses là où les choses n'ont pas apporté tous leurs fruits. Le mot central de ces contre-réformes, de ces réformes qui sont mises en place, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Mais je voudrais savoir quelle est la signification du mot travail et surtout la qualité du travail et les conditions de travail. Parce qu'au fil des années des contre-réformes, moi je rencontre de plus en plus de gens qui travaillent mais qui souffrent. Et des personnes qui sont privées d'emploi, des seniors et des retraités qui souffrent également. Et quand vous êtes arrivé tout à l'heure, mais vous l'avez redit, il y a actuellement 340 000 offres d'emploi non pourvus. Et d'après les chiffres de l'UNEDIC, c'est plus de 6 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Alors comment on fait? Imaginons que les 340 000 offres soient satisfaites, il reste quand même 5,8 millions de personnes qui sont en attente d'un emploi. 95%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5,8 millions d'emplois? Il y a une solution. Il faut créer de l'emploi. Alors ma question, est-ce que vous envisagez de recruter des professeurs, des postiers, des cheminots, des enseignants, ou remettre la retraite à 60 ans, ou établir la 6e semaine de congé payé, ou la semaine à 4 jours, j'ai entendu parler d'une semaine à 4 jours, mais à 28 heures hebdomadaires. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Moi, je suis interpellée par la notion des conditions de travail et je partage votre point sur un élément que vous n'avez pas cité, que je vais me permettre de citer, qui est celui des accidents de travail. Quand on a dans notre pays 2 morts par jour, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et très concrètement, c'est incontestablement un des enjeux et un des sujets. Et si j'ai souhaité, avant l'été, mettre en place des assises du travail, c'est entre autres pour travailler sur ce dossier parce qu'il y a là un enjeu absolument majeur pour notre pays. Au-delà de cela, il y a une évolution des temps. Et vous faisiez allusion, alors là on ne va pas avoir la même lecture, vous faisiez allusion à la semaine en 4 jours, évidemment, moi je vais plutôt vous parler de 35 heures en 4 jours que d'autres choses. Mais en revanche, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, et ça peut-être pouvons-nous le partager, que la vie a changé, que les modes de vie ont changé, que nos concitoyens réclament du temps et que notamment les modes de vie ayant changé, les évolutions de modes de garde des enfants ayant évolué, beaucoup de gens nous disent, moi ce que je veux, c'est travailler plus la semaine où j'ai pas d'enfants et moins la semaine où j'ai les enfants quand je suis en garde alternée. Donc là-dessus, il y a des réflexions à
rapporter, et je pense qu'il y a des sujets. Alors après, sur les chiffres que vous avez bien voulu articuler, oui, c'est vrai, on est à plus de 7% de taux de chômage aujourd'hui, et on le sait, notre objectif, c'est d'aller à 5, ce qui veut dire qu'il faudrait être totalement idéaliste pour imaginer qu'on ait un taux de chômage à 0. Donc toute la question, c'est de se dire comment on essaie d'amener le plus de nos concitoyens vers l'emploi. C'est le sens du travail que nous menons, et notamment celui autour de la formation. Maintenant, sur les sujets de création d'emplois, notamment dans la fonction publique, vous connaissez comme moi la situation des finances publiques du pays. Donc il y a une articulation trouvée entre le nombre de postes le plus adapté et une situation des finances publiques qui soit la plus saine possible. C'est une articulation, elle n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir avancer sur un sujet comme celui-là. Et nous savons tous que l'école reste l'une de nos priorités indispensables pour l'avenir du pays. Merci Madame la Ministre de venir finalement dans une semaine singulière, puisque vous avez passé une partie du temps de vos interventions à essayer de dire que vous ne saviez rien de ce que vous alliez faire demain. En tout cas, c'est ce que vous venez de nous rappeler à l'instant. En tout cas, ce soir, nous parlons de votre bilan, le bilan des différents ministres du Travail qui se sont succédés depuis 2017 et qui ont conduit à ce que le médiateur écrive dans son rapport annuel: face à des textes sans cesse plus nombreux et compliqués, les demandeurs d'emploi, les citoyens d'une manière plus large se sentent de plus en plus démunis, perdus. Le rapport du médiateur décrit, et il le disait à l'instant, la brutalité finalement de la manière avec laquelle ils sont traités. Et l'UNENIC nous disait également à quel point finalement la reprise en main depuis 2017 par le gouvernement des règles de l'assurance chômage avait conduit à une complexification du système, à une illisibilité croissante et au-delà de ça, à des effets sociaux et économiques délétères. Alors vous vous targuez constamment d'une amélioration de la situation du marché du travail, mais il faut juste qu'on regarde un graphique simple. Ce graphique, c'est celui du taux de chômage. Si on regarde le graphique du taux de chômage, le chômage était à 10,5% en 2014 à peu près, et il commence à baisser en gros de façon continue entre 2016 et 2020. Or, votre première réforme de l'assurance chômage commence à prendre ses effets en 2021. Alors même que le taux de chômage était à 7,5%. Et la DARES l'indiquait tout à l'heure, il est impossible d'évaluer l'effet économique de vos réformes. Donc dire que c'est grâce à vos réformes que le marché du travail s'améliore, grâce aux réformes de l'assurance chômage, c'est non seulement un mensonge, mais c'est aussi finalement une manière de mépriser les citoyens plus largement. Alors ma question sera simple. Madame la ministre, partagez-vous le constat accablant qui est cité dans le rapport de la DARES, qui fait que ce sont toujours les plus précaires qui subissent vos réformes, et en particulier celle de l'assurance chômage? Je vous remercie pour cette question. Moi, je voudrais revenir sur des éléments qui sont des éléments concrets. Si je prends le nombre d'emplois premier trimestre 2017, on est à 27 800 000 emplois. Si je regarde le nombre d'emplois au quatrième trimestre 2023, on est à 30 200 000 emplois. Donc, on a bien une hausse de 2,4 millions d'emplois. Je crois que c'est un point qui est quand même extrêmement important. Et si je regarde le taux de chômage du premier trimestre 2017, on est à 9,6. Quand je regarde celui du quatrième trimestre 2023, on est à 7,5%. Si je regarde le taux d'emploi, je reprends toujours le même comparatif. Premier trimestre 2017, on est à 65,1. Quand je regarde le quatrième trimestre 2023, on est à 68,4, c'est-à-dire plus 0,3 points. Donc, on voit bien qu'il y a là des chiffres qui sont concrets, et ces chiffres montrent que la rénovation de la formation professionnelle et le développement de l'apprentissage ont permis de renforcer l'employabilité. On voit que le renforcement des incitations au retour à l'emploi 2018, 2019, 2021 montre des chiffres qui sont des chiffres intéressants. Et donc, très concrètement, les chiffres sont là et permettent de voir qu'il y a effectivement une hausse du nombre de créations d'emplois et une baisse de plus de 20% du chômage.